Radio Notre-Dame, Delphine Fraissinet. 10h30, l'heure de retrouver Elodie Chapelle, Ecclesia Magazine. Elodie qui vous emmène au théâtre à découvrir Soleil de guerre à partir de ce soir à la Comédie Saint-Michel à Paris. Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. Elodie Chapelle. La scène se déroule dans un squat. Parmi les 6 personnages, Rebka et Sarah, 2 anarchistes qui crient leur rage et incarnent la violence. C'est ce soir qu'est jouée la création de Jean-Louis Bachelet, Soleil de guerre, une pièce que l'acteur et metteur en scène désigne comme une réponse à Golgotha Picnic qui avait fait polémique. Soleil de guerre, une pièce assez violente dont certains extraits pourront peut-être choquer les oreilles sensibles. Nous avons assisté à l'une des répétitions avec son metteur en scène qui nous guide, Jean-Louis Bachelet. Alors voilà, donc c'est une pièce assez complexe, mais dont le sujet est finalement assez simple. Il s'agit d'explorer ce que l'être humain a de plus détruit et d'essayer de voir ce qui reste de lui lorsque précisément tout est détruit. Donc j'ai essayé de nous débarrasser de tous les artifices psychologiques ou de tout ce qui peut, chez l'homme, masquer ses blessures et lui permettre finalement de faire bonne figure. Alors là, en fait, on met en scène 2 anarchistes, Sarah et Rebka, qui projettent de tuer le chef de l'État. D'accord. Voilà. Ça rigole pas, hein, elles sont en noir. Voilà, elles projettent de tuer le chef de l'État. Alors il y en a une qui est un petit peu plus agitée que l'autre et qui va mettre à exécution ses menaces de meurtre, mais qui va finir par tuer tout le monde, sauf le chef de l'État, naturellement. Et toute la pièce repose sur cette mémoire en négatif, en même temps cette morale en négatif qui fait que finalement ce n'est pas en s'inscrivant dans les valeurs traditionnelles finalement qu'on arrive à surmonter certaines choses, mais bien souvent, hélas, en plongeant au fond du gouffre, qu'on est obligé de constater que nos fautes nous ont conduits au pire et qu'on renonce précisément à ces fautes. Voilà, donc ici, on a donc Clémence qui joue le rôle de Sarah, Noélie qui joue le rôle de Rebka, et on a dans la pièce différentes apparitions venues du passé et qui sont là pour venir exprimer leur aspiration à l'amour ou à la haine. Notamment donc, une réminiscence de Capot allemande qui vient là pour raconter un peu ce qu'elle a fait. On a aussi une jeune déportée juive, Batsheva, qui est derrière là-bas, et qui va venir exprimer ce qui est le contenu de sa foi dans l'ordre de la révélation juive. Vous avez aussi 2 petits histrions qui sont Eden et Nina qui n'est pas là aujourd'hui et qui sont véritablement l'équivalent des bouffons dans le théâtre élisabétain et qui vont soit attiser la haine des uns et des autres, soit en tout cas s'en moquer. Alors au milieu de tout ça, il y a un personnage un petit peu à part, qui est le personnage de Bassaï, incarné par Daria Panchenko, qui va vraiment exprimer peut-être la plus grande ambivalence de cette pièce, en apportant non seulement la certitude qu'il existe encore de la beauté, à laquelle il faut croire, mais c'est aussi elle qui va leur fournir les armes pour tuer. Donc cette ambivalence, je l'ai inscrite un petit peu dans le patrimoine culturel slave, notamment ukrainien. Parce qu'elle est ukrainienne. Voilà, avec cette idée qu'à un certain moment, on peut très bien être dépositaire d'un héritage profondément positif et constructif, et en même temps, à cause des blessures de ce qu'on a vécu collectivement ou à titre privé, on en est conduit à commettre des actes qui sont contraires à ce qu'on ressent. Et c'est cette ambivalence que j'ai voulu exprimer aussi à travers ce personnage, sans jamais la dénoncer comme telle. Je tiens à préciser que pour cette pièce de théâtre, j'attends surtout du spectateur qu'il fasse le tri entre tout ça, parce que la pièce est très chaotique, très violente, très polémique, très vindicative. Elle constitue pour moi une exploration de ce que l'être humain a de plus détruit, mais avec en même temps le regard tourné vers une espérance qui, pour le coup dans cette pièce, est un petit peu malmenée. Voilà. Bon, j'avais dit que je ferais une réponse à Golgotha Picnic, c'est un peu ma réponse à Golgotha Picnic, parce que j'ai trouvé qu'il y avait dans cette pièce une gratuité en termes de provocation qui était dépourvue un peu de sens. Alors que je crois qu'il existe une manière de se révolter qui peut avoir du sens et qui, en tout cas pour l'artiste, lui intime l'ordre de rester dans le cadre
de la beauté pour pouvoir transmettre ça. Elle est bien bonne celle-là, on peut le dire maintenant que tout est fini, j'aime les idées fortes. Un écrivain français, un abruti, a dit que les idées fortes sont comme l'huile bouillante. Il peut en sortir n'importe quoi, il en ressort toujours une frite. Je suis la fille d'un cauchemar qui s'est inventé. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Mais je suis sérieuse. On a bien voulu me pendre, le sais-tu? J'ai 24 ans, je suis entrée au service du Führer en 1937. Il est gentil. Son regard est tragique et il a la main molle. J'aime Oderlein, Schiller, Goethe et la 7e symphonie de Beethoven. La, 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 la. J'ai tué 2000 dégénérés à coups de cravache en 5 ans. Certains disent que je leur ai mis une balle dans la tempe, mais c'est des conneries. Dans le camp où j'étais, on n'exécutait pas les gens comme ça. Et maintenant, tu te recycles dans le coup d'État? Maintenant, j'attends celle qui me dira Existier! Ich warte auf diejenige, die mir sagen wird. Rührt dich nicht weg, du Schlampe! J'attends celle qui me dira tes fautes sont effacées, il n'y en a plus de traces dans ma mémoire, et ma mémoire est vaste comme le ventre de la Vénus de Milo, vaste comme l'océan. Un aperçu de la pièce Soleil de guerre avec Marie Lusignol dans le rôle d'une capo allemande, alors que le public la connaît davantage pour notamment ses prestations dans La boutique de l'orfèvre ou encore une pièce sur Edith Stein. Marie Lusignol. Oui, c'est pas évident, oui. Mais c'est très intéressant en même temps parce que c'est un peu ça aussi d'être comédienne, c'est de voir un peu les différentes facettes du cœur humain, de l'âme humaine, et moi je trouve ça au contraire... Enfin, moi, c'est ça qui me motive, en fait. Et on a souvent, par exemple, dans le rôle d'Angelica, qui est une capo allemande, on a souvent une vision tirée de nos livres d'histoire qu'on nous a enseignés dans les écoles primaires et secondaires. Et c'est vrai que, comme dit Victor Hugo, une pièce de théâtre, c'est une conscience, enfin, c'est un éveil de conscience. Et je rejoins tout à fait ça. Jean-Louis, à travers sa pièce, n'est pas là pour dénoncer, il est là pour dire d'une certaine manière. Enfin, il dénonce, mais il dit d'une certaine manière, d'une autre manière, enfin, les choses. Et pour moi, voilà, c'était, ça a donné sens du coup à tous mes questions, à certains de mes questionnements. Est-ce que même le pire des hommes, enfin voilà, on sait dans la foi chrétienne que même le pire des hommes peut être aussi pardonné. Enfin, et moi, c'est une notion qui me touche. Enfin, même en tant que comédienne, pouvoir jouer des rôles durs, c'est aussi vraiment embrasser cette âme humaine tourmentée, cette âme humaine ténébreuse, remplie de violence, qui en même temps fait partie de lui, parce que l'homme n'est pas parfait, et c'est, en tant que comédienne, je pense même que c'est royal, quoi, enfin, de pouvoir faire ça, de passer de l'un à l'autre. Comment est-ce que vous avez travaillé pour entrer justement dans cette intériorité ténébreuse? Ça n'a pas été facile, en fait. Au début, j'ai eu beaucoup de craintes quand Jean-Louis m'a proposé ce rôle, parce qu'en fait, à la base, il y avait déjà une comédienne, et je suis arrivée un peu sur le tard sur le projet. J'étais bien sûr ravie de travailler avec lui, parce que j'avais déjà vu un extrait de sa pièce, et puis on a collaboré au niveau musical. Attention à vos mots, hein. Oui. C'est pas mal, oui. Voilà, mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai pu aussi travailler. Je suis passée de victime à bourreau parce que j'ai monté un spectacle avec une amie comédienne sur Edith Stein, un récital poétique qu'on va reprendre à Boulogne, là, dans la paroisse Sainte-Cécile. Edith Stein. Quand, au passage? Alors oui, ça sera en février. Il faut aller voir sur le site Sous le signe de la croix, le site du spectacle. Nous sommes 4 artistes, musique et donc texte poétique, et c'est une juive en fait convertie au catholicisme, Edith Stein. Et voilà. Et du coup, pour moi, c'était d'autant plus intéressant de faire son bourreau, quoi. Je l'ai travaillé comme ça, du coup. Enfin, voilà. Ça n'a pas été évident. J'ai plutôt été très distante au début, et je me suis un peu aidée. J'ai pu s'aider dans le burlesque. D'ailleurs, c'est ce que Jean-Louis voulait. Enfin, je suis pas rentrée trop dans le dramatique, mais essayer vraiment de m'aider de mon énergie, de ma rage aussi quelque part. Voilà. Et vous la comprenez, cette capo? Alors, comprendre, je sais pas, c'est très difficile, mais j'essaie, tout du moins. J'essaie à travers ce qui est dit dans le texte, j'essaie à travers
travers le texte de Jean-Louis. En fait, j'ai essayé de me plonger ici dans le contexte de l'époque, et c'est vrai que, en tout cas, mon personnage Angelica, pour moi, c'est une jeune femme, donc elle n'est pas très vieille. Et il y avait beaucoup de jeunes femmes à l'époque qui étaient embauchées par le Führer, donc c'est ce qu'elle dit, j'ai 24 ans, je suis entrée au service du Führer en 1937. Et c'est des femmes en fait qui n'avaient rien finalement juste après la Première Guerre mondiale, qui se sont retrouvées même à la rue pour certaines, et pour lesquelles Hitler était un peu le sauveur, quoi. Et en fait, elles se sont retrouvées embarquées là-dedans, et moi j'ai voulu vraiment mettre en avant le côté manipulé, quoi. C'est un peu un soldat, enfin une espèce de guerrière complètement manipulée qui devient un peu un espèce de pantin, comme si, voilà, enfin, entre la folie et le soldat du mal, quoi. Exactement, tout à fait. Menschenbrüder, da schießen sie, in den Kasernen, da warten sie, in Kasernen, c'est tout. Que Dieu te bénisse. Alors oui, Élodie, elles sont bien armées. Et sur scène, il y a une Kalachnikov qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a tout à fait sa place. Les pistolets sont des armes, hein. Donc c'est ça que j'ai voulu vraiment donner un caractère réaliste aux situations, sachant que, voilà, je crois qu'il faut, lorsqu'on traite ce genre de sujet, il faut mettre le paquet. Elle regarde le ciel et se dit « Jamais je n'ai pu le contempler dans la paix. Je me tiens seule face au mur infranchissable de la nuit, ou de la mort, ou de l'éternité. Je me tiens seule, j'allume une clope, et là, c'est l'instant fatal. Il y a eu un avant, il y aura un après. Avant m'a rempli de quelque chose, après commence déjà à me trotter dans la tête, et entre deux, il y a ces putains d'étoiles. Et elle me regarde, moi et moi seule, et elle me demande quelque chose de beau, quelque chose que je peux pas leur donner parce que c'est foutu. Je suis coincée entre avant et après. Avant me dit, écoute, c'est bon, je te laisse du temps. Et après il me dit, grouille, j'ai pas le temps d'attendre. Alors tu sais quoi? Pressée comme un citron, je me suis mise à chialer. C'est débile, hein, et ça veut rien dire, une nana qui se met à chialer devant des étoiles muettes à qui elle sait rien dire. Et il n'y a que ce silence de 30 secondes, un silence de merde, un silence qui pue la clope. Parce que le vrai silence, monsieur, ce n'est pas ce putain de vide qui te vide de toi-même. Le vrai silence, c'est un baiser d'amour. C'est le baiser que l'espace donne le temps. Je sors de cette répétition-là, c'est extrêmement violent, on peut le dire. Hein. Je suis à côté des deux anarchistes révolutionnaires. Vous m'avez fait peur. Avec vos regards, on avait l'impression que vous viviez ça de l'intérieur. Est-ce que c'est vrai? Mais forcément... Alors vous appelez comment? Clémence. Clémence, d'accord. Wow. Mais forcément, on se laisse traverser par un milliard de choses. Et c'est un minimum d'incarner nos personnages, du coup. Et c'est important pour nous de transmettre ça. Il y a une part de vous dans ça? Oh bah oui, certainement. Ouais. Enfin, on a tous et toutes, là en l'occurrence, un côté révolutionnaire, des choses qui nous bouleversent, des choses qu'on a envie de dénoncer, et ça fait écho à ces choses-là à l'intérieur de moi, en tout cas. Oui. Et vous, en l'occurrence, c'est quoi cette rage à l'intérieur que vous avez? Ça devient un petit peu trop personnel. Je tente, hein. Mais oui. C'est mon métier. Je me doute. Je crois que c'est vous qui avez pleuré à la fin. Enfin, vous arrivez à pleurer sur scène. En fait, c'est plus la... Votre nom, c'est Noélie. C'est plus la rythmique du texte, finalement, qui m'amène à pleurer à la fin. C'est pas dit que je pleure pour le jour J. Mais là, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vraiment la rythmique du texte et la manière dont il est écrit qui provoque ça. Et c'est la respiration, le souffle et... C'est un texte qui mêle et de la puissance vocale et de la colère et de la revendication. Et du coup, ça, si c'est poussé et rythmé, et ben ça amène quand même à un petit craquage. Ouais. S'il y avait une idée forte que vous voudriez que le public retienne à travers ce que vous incarnez, ça serait quoi? C'est la violence qui poussée à son extrême, se retourne contre soi-même, finalement.
Et il y a ça, et puis et je crois qu'il y a aussi du coup le sentiment d'impuissance face. Qu'est-ce qu'on fait de cette violence-là finalement? Parce que je pense que plusieurs personnes peuvent la ressentir de manière différente chaque jour. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Et du coup, personnellement, qui êtes-vous pour avoir accepté de jouer ce rôle? Moi, je suis personne. Ah bon? Je crois pas, non. Ça m'étonnerait, là, vu ce que j'ai vu. Non, je comprends pas. Votre parcours ou votre personnalité, votre histoire. En quelques mots. Pourquoi vous avez accepté d'interpréter ce rôle? J'ai rencontré Jean-Louis, en fait, par un stage de chant, et j'avais vu une de ses pièces qui s'appelait donc Regarde, meurs, souviens-toi, que j'avais adoré. Et du coup, j'ai choisi de participer au stage que donnait Jean-Louis le week-end. Et suite à ça, il m'a proposé de jouer dans une de ses précédentes pièces qui s'appelait Les Troyennes. Et donc c'est de là qu'a commencé notre collaboration. Jean-Louis, chaque rôle colle la personnalité des actrices qui sont là? J'essaie d'écrire pour que chaque rôle puisse se rapprocher le plus près possible de ce que je perçois de l'autre. Alors ça fait des bugs quelquefois, mais en principe ça marche. Ça marche même par débordement, on va dire. Oui, ça marche, mais bon, par exemple, il y a une exception, c'est Marie Lucignol qui est avec moi ici, qui a joué dans la boutique de l'Orfèvre et qui est souvent identifiée à tous les rôles cathos de Paris, à qui j'ai donné le rôle le plus sinistre de la pièce et qui a accepté de le faire, je pense, après vision de l'ensemble de la pièce. Maintenant, ce qu'elle fait dans cette pièce-là, elle incarne ce qu'il y a de pire dans l'être humain, je pense. Donc voilà, c'est un témoignage par défaut. Mais pour les rôles, y compris pour les rôles dansés, j'ai écrit un rôle dansé pour Daria Panchenko qui est là, parce qu'elle savait danser, sinon je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc, et puis effectivement, pour les rôles de Noélie et de Clémence, j'ai essayé de me rapprocher le plus de ce que je connaissais d'elle. Jean-Louis Bachelet, on a l'impression que chez vous, ça bouillonne, hein. Il y a de la rage chez vous, hein? Oui, il y a de la rage, mais il y a aussi une double exaspération, une exaspération face aux idéaux contemporains qu'on essaie de coller sur les problèmes humains en faisant croire que ça donnera des solutions à tout le monde. Oui. Puis il y a aussi un agacement contre la vision sclérosée qu'on a, faut bien le dire, chez les cathos du théâtre contemporain, hein, avec une vision un petit peu manichéenne. D'un côté, on a soit des bons sentiments. C'est bien, c'est mal. Voilà. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, je suis né de Dostoïevski et de tous ces gens-là. Ce qui m'intéresse, c'est de plonger au cœur de la complexité humaine et de la scruter sans aucune forme de jugement. Et je crois. On est dans Crime et Châtiment là. Complètement. On est dans Crime et Châtiment. On est dans Crime et Châtiment. On a ce personnage de Raskolnikov qui est un étudiant très sympathique, qui commet un meurtre absolument ignoble. Et justement, ce qui est extraordinaire et gratuit, et ce qui est extraordinaire chez Dostoïevski, c'est que ce type-là ne nous est pas odieux quand il commet son meurtre. On est en lui et on comprend ce qu'il fait, alors que c'est absolument ignoble. Je crois qu'il y a une nécessité, en tout cas, de la part de l'artiste, en tout cas chrétien, de plonger, de partir à la recherche de cette complexité humaine, à la recherche du cœur humain, sans jamais s'accompagner de ce regard de sanction morale qui stérilise tout, finalement. En tout cas, le jugement, le principe de la balance, voilà. Donc la pièce n'a pas de... Il y a peut-être effectivement à un certain moment une lumière qui est apportée par justement par Bassaï, là, quand elle parle du soleil, tout au début de la pièce, elle vient apporter l'idée selon laquelle elle a vu le soleil, d'autres ne l'ont pas vu, et on la prend pour une folle. Parce que ces gens n'ont jamais vu le soleil, alors que pendant le soleil, tout le monde le voit. Voilà, donc du coup, il y a effectivement des petits éléments disparates dans la pièce qui sont là pour montrer le référentiel. Oui, qui est le bon sens, en fait. Exactement. Mais malheureusement, il n'a pas... ces éléments-là viennent glisser un petit peu sur l'action en cours et n'interviennent pas dans la liberté de chacun. Et ça conduit à la catastrophe. Et puis un soir, que vos hôtes du moment vous questionnent sur le pays dont vous venez, vous leur parlez de ses paysages, de son climat, et vous nommez alors ce soleil, qui vous est si familier, et dont vous vous étonnez qu'il n'ait pas encore paru ici. Fallait-il que vous vous taisiez? Je vous pose la question, notez-le. Le fallait-il? Vous et moi sommes de la même terre, de la même planète, je veux dire.
Savez-vous qu'il y a des gens pour être offensés lorsque vous parlez de cet astre, le soleil? Qui, me diriez-vous? Bachaï, vous êtes ukrainienne, hein? Oui, tout à fait. En fait, j'incarne le personnage de Basaï. Alors votre prénom en fait c'est... Daria. Basaï en russe, ça veut dire pieds nus. Qui pour moi veut dire en fait le personnage pieds nus. On rentre tout de suite dans le symbolisme. Les gens qui sont pieds nus, ce sont toujours soit les gens très pauvres et les gens les plus rapprochés à la spiritualité. Et alors du coup, j'incarne vraiment ce personnage qui vient dans ce squat de leur apporter un soleil de vie, un soleil d'espoir, parce que c'est le soleil de guerre qui domine cette squat. Ils ne veulent pas avoir d'autre soleil. Et du coup, j'essaie de leur apporter cette conscience de la mesure des choses existantes qu'ils refusent de voir. Et j'essaie d'apporter ça par la parole, par la danse, par la musique. Mais rien ne marche. Et alors du coup, c'est mon côté mercenaire, en fait, qui vient jouer part dans le jeu, puisque j'entre en fait ce squat en tant que mercenaire ukrainienne pour leur livrer les armes. Parce que pour moi, c'est le seul moyen de rentrer dans ce squat, de voir ces anarchistes, de pouvoir leur parler pour qu'elles m'écoutent un petit peu. Vous utilisez le mal pour le bien. Tout à fait. Tout à fait. J'utilise le mal pour le bien, mais en voyant que ce bien, il n'est pas reçu, il n'est pas accepté, qu'ils ne veulent pas ouvrir ses yeux pour le bien, bah du coup, c'est mon côté vendeuse des armes qui joue le part, et je joue le jeu avec elle. Du coup, c'est ce que je dis à Angelica d'ailleurs, quand elle me demande qu'est-ce que tu fais ici dans cette conspiration dominable. Je dis j'aide à tuer ceux qui nous tuent. Du coup, je joue leur jeu et je fais une sorte que la destruction s'auto-élimine elle-même. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre sortie, il n'y a pas d'autre espoir. Voilà. Et aussi, ce qui est très important pour moi en tant que comédienne sur scène, parce qu'il y a une sorte d'amour qui est établi entre moi et cette Sarah, qui représente vraiment l'anarchie, l'action pure. Et Rebka, pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus cérébral, qui réfléchit beaucoup. En fait, pour moi, les deux, ce sont comme une seule, mais de temps en temps séparés, de temps en temps unis. Mais du coup, j'essaie de toucher cette action qui est peut-être à la fin touchée un petit peu. Il y a une sorte d'espoir, mais c'est déjà trop tard. Parce que comme je dis, la balle dont tu parles a déjà été tirée. Tout a été déjà prédestiné. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'issue. Alors c'est désespérant? C'est un peu désespérant, mais réaliste, voilà. Parce que en fait, moi, je sacrifie en fait cet amour et cet espoir pour le bien, c'est-à-dire que je préfère que cette destruction qui pourrait devenir l'amour, qu'elle s'auto-élimine parce qu'elle va continuer, parce qu'elle est prise dans un torrent qui ne peut pas s'arrêter en fait. Et elle va continuer à le faire ça, et du coup, j'aide qu'elle s'arrête en fait, qui me porte aussi, qui me fait beaucoup de mal, parce que j'ai aussi en même temps de la compassion pour cette fille qui représente cette destruction. Bon alors Jean-Louis Bachelet, l'espérance, vous y croyez et finalement vous la mettez en scène de manière particulière? L'espérance me fait vivre. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas associer à l'espérance une image rose, du tout positif, qui ressemble plutôt à ce qu'on associe au capitalisme en général, à savoir tout sera bien. Non, effectivement, la vraie espérance, je pense qu'elle n'a de sens que lorsqu'elle plonge au cœur du mystère humain, dans ce qu'il a de plus mystérieux, de plus beau, mais aussi de plus sordide. Et à ce titre-là, en tant que chrétien, le Christ est venu nous chercher au fond du péché, tout au fond de nous. Je crois que la vocation de l'artiste à la lumière de cette foi, c'est de vouloir faire corps avec ce qu'il y a de plus blessé dans l'autre. Et quand on écrit du théâtre, il faut accepter ce voyage, qui est un voyage très périlleux, très dangereux, mais un voyage nécessaire. On ne peut pas rester à la frontière de l'homme quand on est un artiste. On est obligé de plonger au cœur de l'homme. De ce point de vue-là, la prière, de toute façon, m'aide énormément. J'aurais pas pu écrire cette pièce sans la prière. J'aurais pas pu non plus l'écrire sans ces comédiennes qui m'entourent et qui sont tout à fait extraordinaires et qui ont le mérite de me supporter et d'accepter ma foi, alors que la plupart d'entre elles ne confessent pas du tout ce que je confesse. Hein, c'est ce qui fait la richesse de notre compagnie, c'est justement cette diversité. Et cette pièce est là pour montrer que finalement on peut communier à une œuvre d'art en étant tous totalement différents et
Voilà. Vous disiez tout à l'heure que cette pièce était une réponse à Golgotha Picnic. Golgotha Picnic qui a choqué par ses provocations outrancières. Vous, c'est quand même extrêmement trash aussi sur scène. C'est comme ça que vous répondez ? Alors, oui, j'ai pas aimé qu'on s'attaque à l'innocence. Parce qu'en définitive, s'attaquer à quelque chose qui peut répondre, ça c'est du courage. Golgotha Picnic était une pièce lâche. Et dans ma pièce, Soleil de guerre, j'ai voulu m'en prendre aux idéaux du monde, en plongeant en même temps au cœur de la façon dont ils peuvent s'incarner dans chacun. Voilà, donc c'est une pièce qui, à mon avis, trouvera son enseignement dans le spectateur lui-même. La pièce, en tout cas, veut s'opposer fermement à cette idée selon laquelle l'homme peut se sauver lui-même. Et pour plonger au cœur de la complexité du cœur humain, Soleil de guerre, une pièce de Jean-Louis Bachelet, acteur, metteur en scène, directeur de la compagnie Anser Fabilis. 4 représentations exceptionnelles à partir de ce soir et puis lundi 11 février, 18 et 25 février à 19h. Ça se passe à la Comédie Saint-Michel dans le 5e arrondissement à Paris. Les tarifs vont de 18 à 12 €.